Il faut s'attendre à retomber dans les façons de faire du passé et il faut en fait qu'il y ait une volonté collective de passer à une autre façon de faire. Les neurosciences, c'est un domaine très très large, si vous voulez, c'est les bases biologiques des comportements. Donc ça peut aller de la biologie moléculaire, c'est-à-dire étudier les gènes, les interactions entre les gènes et les comportements. Et puis en fait, il y a aussi les neurosciences comportementales, où on va étudier le comportement, pas nécessairement de l'homme, de l'humain. On va étudier les comportements des mouches, des fourmis, d'autres espèces. Et il y a les neurosciences cognitives, qui vont s'intéresser à la pensée, qui vont s'intéresser au processus émotionnel cognitif. Et c'est celle-là, en fait, que vous voyez un peu dans les livres de vulgarisation de neurosciences. Déjà, les neurosciences, c'est un trend, c'est une mode, et donc ça intéresse les gens, indépendamment de ce que ça raconte. Gardez à l'esprit que les neurosciences ne réinventent pas tout, mais ils vont venir donner une sorte de légitimité, de validité à des idées, des concepts, des théories qui ont déjà été avancées. Alors des fois, comme technologiquement ça avance et qu'on arrive à voir avec des techniques d'imagerie ce qui se passe dans le cerveau, des fois on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Quand les disciplines se croisent, il y a des nouvelles questions qui se posent. Donc je dirais que le domaine des neurosciences tout seul ne fournit pas autant que les domaines interdisciplinaires, comme par exemple les neurosciences sociales, les neurosciences politiques, les neurosciences culturelles, dans lesquelles les questions de ces différentes disciplines vont se croiser. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. Quand on a une initiative, quand on a une volonté d'intégrer des méthodes d'innovation, d'intelligence collective, de bien-être, il y a un piège que je retrouve souvent dans les entreprises, c'est quand on regarde des problématiques d'une manière très individuelle. Par exemple, quantifier les compétences de chaque collaborateur ou collaboratrice, qu'on va intégrer des méthodes de développement personnel pour que chacun ait une santé mentale qui fonctionne. On ne va jamais, en fait, questionner le contexte, l'environnement. La culture. On va aller dans des mesures où on va en fait porter le focus sur ce que l'individu fait, plutôt que de faire le vrai travail systémique, de regarder qu'est-ce qu'il y a dans la culture de l'entreprise. C'est pas d'avoir des individus avec des très bons CV. Et ça a déjà été montré dans la recherche dans les sciences organisationnelles, que ce n'est pas des individus brillants qui mènent à la réussite de l'entreprise. C'est une culture. Comment est-ce qu'on interagit avec les autres? Quel est notre niveau d'empathie? Quelle est notre capacité à faire des compromis? Quelle est notre capacité à questionner les décisions du groupe? Et c'est plutôt ces facteurs qui peuvent en fait prédire la réussite d'un projet collectif. Plus on se détache de l'ego, plus dans un groupe, j'arrive à m'oublier, j'arrive à sortir de moi-même et de me fondre dans le processus, mieux je peux atteindre mon potentiel. Il faut que je puisse faire confiance aux autres et il faut que je ne sois pas dans une représentation sociale. Ça veut dire que je sache que je ne suis pas en train d'être mesurée, d'être évaluée, d'être placée dans une forme de hiérarchie. Donc là, je pense que la première chose, c'est questionner à quoi sert la hiérarchie. Est-ce qu'on a vraiment besoin, dans les sociétés modernes, d'être dans une hiérarchie de personnes, je ne parle pas de compétences. Cette hiérarchie de prestige qui crée l'envie que nous avons de plaire, d'être validés, alors qu'en fait, c'est un grand gaspillage d'énergie. Il y a aussi cette idée que nous avons besoin d'être félicités pour notre travail. Donc, il y a plein de mythes qui entourent cette idée qu'il faut qu'il y ait des 6 feedbacks positifs qui enveloppent un feedback négatif. Mais non, dans une culture dans laquelle il ne s'agit pas des personnes, mais il s'agit des processus de travail, les feedbacks, ce retour sur les investissements, n'est pas basé sur les personnes, mais il est basé sur le travail.
De la même façon, le travail d'équipe, il est au centre. Et nous, en tant que personnes, nous ne sommes pas en compétition, nous ne sommes pas en représentation sociale. Tout cela nécessite qu'il y ait une culture dans laquelle je me sens bien. Je me sens tellement bien que je ne suis plus préoccupée par moi-même. Et c'est là où je peux m'exprimer, exprimer mes désaccords. Et c'est les éléments qui permettent à un travail de groupe d'être meilleur que quand on est préoccupé par soi. Ce n'est pas à l'individu d'apprendre à dire « non, je ne suis pas d'accord », c'est au groupe de permettre à ces désaccords de s'exprimer. Ça veut dire l'ambiguïté, elle est tolérée. En quelque sorte, si je dis quelque chose qui ne va pas avec l'idée du groupe, si je dis quelque chose qui peut paraître ambigu, je ne crains pas d'être jugé. C'est dans la culture, c'est présent. C'est le groupe qui permet d'avoir une ambiance dans laquelle la communication circule librement, avec un accès égal à la parole aussi, et avec la conviction de chacun et chacune que ce que je présente comme idée ne sont pas des facteurs d'évaluation de ma personne. Je peux présenter une stratégie qui est mauvaise. On va dire, cette stratégie elle est mauvaise, on passe à autre chose, et on ne va pas juger la personne. On place les individus, aussi timides qu'elles le sont, dans un cadre qui est affectivement sécurisé. Ça se construit à long terme. D'abord, donc, il faut se méfier des solutions rapides à court terme. C'est quelque chose qui se travaille, qui prend du temps, qui au début crée un malaise. Il faut s'attendre à retomber dans les façons de faire du passé. Et il faut en fait qu'il y ait une volonté collective de passer à une autre façon de faire. D'abord, il faut qu'on puisse déterminer quels sont les facteurs qui permettent à une culture organisationnelle d'être juste humainement. Et qu'en fait, j'en ai cité, j'ai parlé du feedback par exemple, c'est qu'il faut qu'il y ait les perspectives et les retours sur investissement qui circulent d'une manière fluide. Il y en a d'autres, comme par exemple les valeurs, les partages des valeurs. Il faut que les valeurs soient déclinées en comportement et le comportement soit décliné aussi en causes et en conséquences. Il y a plein d'indicateurs. Au niveau du statut, le groupe il peut observer est-ce qu'il y a du prestige? Est-ce qu'il y a du prestige lié à quoi? Comment est-ce qu'on évalue les personnes qui incorporent un groupe qui rentre dans une entreprise? Comment est-ce qu'on valorise les personnes? Est-ce qu'on valorise les personnes ou est-ce qu'on valorise les comportements des gens? Il y a aussi beaucoup d'indicateurs qui peuvent évaluer la façon avec laquelle on communique. Est-ce qu'il y a assez d'informations? Est-ce qu'il y a trop ou peu d'informations? Est-ce qu'il y a de l'autonomie? Est-ce que l'autonomie elle est supérieure ou inférieure aux besoins des collaborateurs? Comment est-ce qu'on distribue les compétences? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une mentalité fixe ou une mentalité axée sur la croissance? Ça veut dire, est-ce que les personnes sont jugées bons dans un domaine et elles ne font que ça? Ou est-ce qu'on permet aux personnes de continuer à apprendre tout au long de leur vie professionnelle au sein de l'entreprise? Et tout cela peut donner une forme de résultante du climat socio-émotionnel dans lequel le travail prend place. Et aussi des domaines d'amélioration que les groupes peuvent entreprendre pour améliorer ces indicateurs-là.